Sous les tumbleweeds poussiéreux et le craquement des coups de feu, l'Ouest sauvage américain du milieu à la fin du 19e siècle abritait un type différent de vices, trouvé à l'intérieur des portes dorées de bordels animés et des sourires enjôleurs de Madame Rusée. À une époque marquée par l'anarchie et l'opportunisme, ces maisons de mauvaise réputation se sont taillées une niche notoire au cœur de la frontière. Alors que la lueur des lanternes à gaz dansait sur le visage des cow-boys, des mineurs et des hors-la-loi fatigués, l'appel séduisant de ces établissements résonnait loin et fort. Des figures telles que Julia Bulett, la madame estimée de Virginia City, et Pearl de Verre, la colombe souillée de Cripple Creek, présidèrent ces antres de décadence, gravant à jamais leur nom dans les annales de la légende américaine. Mais qui étaient-ce ces femmes qui dirigeaient ces entreprises avec des poings de fer enveloppés dans des gants de velours? Quelles étaient les histoires derrière leur clientèle et quel rôle ces établissements ont-ils joué dans l'évolution de l'Ouest sauvage? Dans les mots du célèbre journaliste et écrivain de nouvelles américain Ambrose Bierce, qui a vécu à cette époque, l'amour, une folie temporaire guérissable par le mariage ou par l'éloignement du patient des influences l'excitant. Êtes-vous prêt à plonger dans l'histoire salace des bordels de l'Ouest sauvage et de leurs madames? Encelle, partenaires, et embarquons ensemble dans ce voyage intrigant. Bienvenue dans le journal de Jules César. Aube du crépuscule. L'émergence des établissements nocturnes dans le Far West. Dans l'ère tumultueuse de l'Ouest américain, pendant la deuxième moitié du 19e siècle, un phénomène socio-culturel intrigant a vu le jour. Cette période, communément appelée le Far West, a vu l'émergence d'établissements souvent dirigés par des femmes captivantes, connues sous le nom de Madame, servant de lieu de rassemblement pour les voyageurs fatigués, les mineurs et les pionniers. On les appelait les bordels, ou de manière plus romantique, les maisons de divertissement nocturnes. Qu'est-ce qui a conduit à l'avènement de ces établissements? La réponse réside dans une confluence d'événements historiques et de facteurs socio-économiques. La ruée vers l'or crucial qui a commencé en 1848 en Californie se dresse comme un contributeur significatif. Avec un afflux de prospecteurs principalement masculins cherchant la fortune, une opportunité a été créée pour la montée de tels établissements qui ont commencé à répondre à la solitude et à la mélancolie de ces prospecteurs. Parmi les premiers établissements du genre, il y avait celui dirigé par une femme nommée Ah Toy. Elle était une madame américaine d'origine cantonaise qui a navigué vers San Francisco en 1849. Son mélange unique de charme exotique et d'esprit vif lui a rapidement apporté du succès dans le domaine de la cour, ouvrant son propre établissement pour servir la population grandissante de chercheurs de fortune. En même temps, il y avait une vague significative de migration stimulée par la loi sur les homesteads de 1862, qui promettait aux colons des terres gratuites dans les territoires de l'Ouest. Cela a résulté en une vague de pionniers se déplaçant vers l'Ouest, et avec cet afflux est venue la croissance des villes champignons. Ces villes manquaient souvent de structures sociétales traditionnelles, créant un environnement propice à la naissance des établissements nocturnes. Un dicton populaire de l'époque reflétait l'éthos de l'époque. Dans l'Ouest, les hommes faisaient leurs propres lois, ou pas du tout. Cela représentait l'esprit frontalier du Far West, et c'est dans cet environnement non réglementé que les maisons de divertissement nocturnes ont prospéré. Une anecdote intéressante concerne une madame renommée de l'époque, Mary Catherine Haroney, plus populairement connue sous le nom de Big Nose Kate. On dit qu'elle a été la compagne de longue date de Doc Holliday, un personnage légendaire du Far West, et elle-même dirigeait un établissement au Kansas. Elle était l'une des nombreuses femmes qui se sont taillées une place dans un monde qui rejetait souvent l'indépendance féminine. Le Kansas City Times, en 1865, soulignait les rôles nuancés de ces établissements, déclarant « Ils fournissent un service, mais ils sont une plaie morale. Tel est le paradoxe de l'Ouest. » Cela met en lumière le conflit sociétal entourant ces établissements, qui étaient à la fois considérés comme un vice nécessaire et un signe de décadence morale. Malgré les obstacles, des femmes comme Éléonore Dumont, connue sous le nom de Madame Moustache pour ses poils distinctifs sur la lèvre supérieure, commandaient le respect dans ces espaces. Après avoir marqué les esprits en tant que croupière réussie, Dumont a ouvert son propre établissement à Nevada City, Californie, dans les années 1850. De nombreuses dames de la nuit
étaient connues pour écrire des lettres chez elles, dissimulant leur gagne-pain sous des termes moins explicites. Une telle lettre d'une dame nommée Lily, en 1875, décrivait son travail comme celui d'une danseuse professionnelle, une charmante euphémisme de l'époque. Ces histoires ne font qu'effleurer la surface du tapis complexe et riche de l'avènement des bordels dans le Far West. C'était une époque caractérisée par des hommes durs et des femmes encore plus dures, leurs histoires tissées profondément dans le tissu même de la frontière américaine. Maîtresse au clair de lune, Madame célèbre de l'Ouest sauvage. Dans le paysage impitoyable de l'Ouest sauvage, où le courage et la ténacité étaient aussi essentiels que l'air et l'eau, un groupe sélectionné de femmes, connues sous le nom de Madame, ont gravé leur nom dans les sables du temps. Ces femmes, souvent mal représentées dans l'histoire, dirigeaient les maisons de divertissement nocturnes, servant à la fois de propriétaires d'entreprises et de gardiennes des dames de la nuit. 3 madames qui ont laissé une empreinte indélébile sur l'histoire de l'Ouest sauvage étaient Pearl de Verre, Julia Bulett et Mattie Silks. Pearl de Verre, célèbre sous le nom de la colombe souillée de Cripple Creek, est arrivée dans le Colorado pendant la ruée vers l'or à la fin du 19e siècle. Pearl, une femme au goût raffiné, n'a pas lésiné sur les dépenses pour créer un établissement opulent, son grand salon affectueusement nommé The Old Homestead. Offrant des expériences de cour élégantes pour les hommes riches de la ville minière, Pearl est devenue l'incarnation du côté luxueux et extravagant de l'Ouest sauvage. Sa mort prématurée en 1897, due à une overdose d'un médicament inducteur de sommeil, a stupéfié la ville, marquant une fin poignante à son règne en tant que reine de Cripple Creek. Julia Bulett, la reine de Virginia City, s'est fait un nom au Nevada dans les années 1860. Connue pour sa générosité et sa gentillesse, Julia dirigeait un établissement renommé où les mineurs trouvaient un foyer loin de chez eux. Malgré la nature turbulente de son entreprise, elle a gagné le respect de la communauté, devenant même membre honoraire de la brigade de pompiers locale, un honneur inhabituel pour une femme de sa profession. Sa fin tragique, en 1867, aux mains d'un cambrioleur, a choqué Virginia City, la ville déclarant un jour de deuil en sa mémoire. Mattie Silks, un nom qui résonne dans les chroniques de Denver, Colorado, a dirigé une entreprise prospère dans les années 1870 et 80. Mattie, célèbre pour son sens aigu des affaires, possédait de nombreux établissements, lui rapportant une richesse substantielle. Elle était également connue pour sa rivalité avec une autre madame, Katie Fulton, qui a culminé lors d'un affrontement public en 1877. Fait intéressant, les 2 femmes ont survécu, et leur rivalité est devenue légendaire. Mattie a été citée en disant « Je suis entrée dans la vie mondaine pour des raisons d'affaires et pour aucune autre raison. C'était un moyen pour une femme à cette époque de gagner de l'argent et je l'ai gagné. » Ces 3 madames étaient des figures d'influence, de pouvoir et de résilience. Elles naviguaient dans un monde dominé par les hommes, façonnant leur destinée au milieu des adversités. Leurs établissements offraient un refuge pour les dames de la nuit, leur offrant un certain degré de protection et une opportunité de gagner leur vie. Pearl, Julia et Mattie, chacune à leur manière, ont contribué à la riche tapisserie de l'Ouest sauvage. Elles n'étaient pas simplement des madames, elles étaient des femmes d'affaires avisées, des figures influentes et, à bien des égards, les héroïnes méconnues de leur époque. Leurs établissements faisaient partie de l'âme des villes frontalières, servant de centres sociaux importants. Que ce soit un mineur cherchant de la compagnie après une dure journée de travail ou un cow-boy à la recherche de distraction après une longue conduite de bétail, ces maisons de divertissement nocturne remplissaient un rôle crucial dans les communautés en plein essor. Pour citer un vieux dicton de l'Ouest, il y a de l'or et puis il y a de l'or liquide. Cela faisait référence à la richesse qui coulait dans les saloons et les bordels de l'Ouest sauvage, tout autant une partie de la vie économique de ces communautés frontalières que le précieux métal lui-même. Coucher de soleil à lever de soleil, les rythmes invisibles des maisons nocturnes du Far West. Dans le tableau indompté du Far West, la lumière des lampes des établissements nocturnes peignait une image intrigante de la vie à huis clos. La riche tapisserie de personnages et de routines dans ces lieux offrait un aperçu de la complexité et de la vivacité d'un monde par ailleurs mal compris.
Les rythmes d'une journée typique étaient largement dictés par la nature nocturne de ces établissements. À mesure que le soleil plongeait sous l'horizon, ces maisons s'animaient, se préparant à accueillir des clients à la recherche de réconfort et de compagnie. La dame de la maison, la madame estimée, régentait le déroulement de la soirée, son rôle dépassant celui d'une simple propriétaire. Un personnage éminent en la matière était Fanny Porter, une madame bien respectée de San Antonio, au Texas. Sa réputation de tenir une maison propre et accueillante attirait clients et dames. Elle était connue pour imposer des règles de conduite strictes, exigeant que ses clients traitent les dames avec courtoisie et respect. La maison était remplie de nombreux rôles. Les musiciens, offrant une symphonie de mélodies pour créer l'ambiance, le barman, mélangeant des breuvages puissants pour apaiser les tensions, et bien sûr, les dames de la soirée qui étaient le cœur et l'âme de l'établissement. La vie à l'intérieur de ces établissements était marquée par la camaraderie et la compétition. Malgré le partage de l'espace et le fait d'être souvent considérées comme des rivales, les dames de la nuit formaient de solides liens de sororité. Ces relations étaient favorisées par des conditions de vie communautaires et des expériences partagées. Ce sentiment de solidarité était évident dans l'histoire de Belle Brezing de Lexington, Kentucky, qui, en reprenant une maison nocturne de son ami malade, offrait aux dames un meilleur niveau de vie. En contraste avec les scènes bruyantes à l'extérieur, une certaine bienséance était observée à l'intérieur des murs de ces établissements. Les clients devaient être courtois et respecter les limites fixées par les dames. Les madames avaient souvent une liste de règles de la maison auxquelles les clients devaient adhérer. Maintenant, un environnement de civilité au milieu des décors de villes frontalières sauvages. Le bien-être des dames était une priorité pour la maison. Des visites régulières de médecins assuraient la santé des dames et, dans certains CA, offraient une protection minimale contre les maux qui étaient par ailleurs monnaie courante à cette époque. Madame Dora Dufresne de Deadwood, Dakota du Sud, était particulièrement connue pour ses efforts visant à maintenir la santé et la sécurité des dames sous sa garde. La vie quotidienne à l'intérieur de ces établissements nocturnes était ponctuée de moments de légèreté et de divertissement. On pouvait souvent entendre le rire d'une blague bien racontée, les acclamations pour une dame exécutant une danse populaire, ou les applaudissements pour un client faisant preuve de sa maîtrise au piano. Les histoires d'amitié nouées, de cœurs brisés et réparés, et de rêves partagés ajoutaient à la toile vibrante de la vie dans ces maisons. Une citation intéressante attribuée à Madame Millie de Silver City, Nouveau-Mexique, encapsule l'esprit de ces établissements. Nous ne sommes pas seulement une maison de courtisanes, nous sommes un refuge pour les rêves et un sanctuaire pour la compagnie. Lueur d'étoiles et ombres, le conte des dames de la nuit dans l'Ouest sauvage. Derrière les portes des établissements animés du soir de l'Ouest sauvage vivait une constellation de dames dont les histoires tissaient le tissu d'une société intrigante et souvent mal comprise. Ces femmes, les dames de la nuit, étaient issues de milieux variés et empruntaient des chemins divers, leurs récits s'étendant bien au-delà des frontières des maisons qu'elles honoraient. Peut-être l'une des légendes les plus persistantes parmi ces femmes est celle de Big Nose Kate, née Mary Catherine O'Roney, qui est devenue connue pour son association avec le célèbre bandit Doc Holliday. Née dans une vie privilégiée en Hongrie, elle fut emmenée en Amérique étant enfant, pour ensuite vivre la perte de ses parents à un jeune âge. Avec le temps, le chemin de Kate croisa celui de Holliday, et leur relation tumultueuse devint un morceau du folklore de l'Ouest sauvage. Après sa jeunesse aventureuse, elle passa ses dernières années à vivre tranquillement en Arizona jusqu'à sa mort en 1940. Un contraste frappant avec l'histoire de Kate est le voyage d'Atoy, une femme qui a voyagé de la Chine à la Californie au milieu de la ruée vers l'or dans les années 1850. Atoy, confrontée à une barrière linguistique et à un préjugé racial rampant, navigua dans le monde tumultueux des tribunaux et des rues de San Francisco, devenant l'une des dames de la nuit les plus renommées de l'histoire de la ville. Contrairement à la croyance populaire, le choix d'entrer dans le commerce n'était pas toujours fait sous la contrainte. Certaines le voyaient comme une opportunité d'indépendance financière, une tentation trop puissante pour résister dans un monde où les options des femmes étaient limitées. L'histoire de Fanny Porter, qui dirigeait l'une des maisons les plus prospères de San Antonio, au Texas,
en témoigne. Commencée elle-même en tant que dame de la nuit, Fanny finit par s'élever pour devenir l'une des madames les plus connues de l'Ouest. La vie, après avoir quitté les maisons, était un mélange pour ces femmes. Certaines, comme Éléonore Dumont, surnommée Madame Moustache pour sa caractéristique faciale unique, se sont reconverties dans d'autres professions, dans son cas, en gérant un salon de jeu. Cependant, les difficultés ultérieures l'ont conduite sur un chemin de désespoir, se terminant par sa décision de mettre fin à ses jours en 1879. D'autres ont trouvé un moyen de se réinventer complètement. Considérez le cas de Laura Evans, qui a commencé en tant que dame de la nuit dans son adolescence au Colorado, mais a quitté cette vie pour devenir une femme d'affaires prospère, possédant une pension, et devenant plus tard une militante pour les droits et le bien-être des femmes de son ancien métier. Il y avait un dicton populaire dans l'Ouest: « Les dames de la nuit apportent les étoiles au ciel ». Cette phrase suggère le rôle significatif que ces femmes jouaient dans la société de l'Ouest sauvage, offrant de la compagnie et souvent une oreille attentive aux clients de leurs établissements. Ces femmes étaient plus que leur profession. Elles étaient des survivantes, des rêveuses, des pionnières et des combattantes. Elles naviguaient dans une société fortement déséquilibrée contre elles, souvent soumises à des jugements sévères et à des conditions difficiles. Pourtant, elles trouvaient des moyens d'exercer leur autonomie sur leur vie, façonnant leur destin avec détermination et résilience. Colombes dans la poussière, l'histoire méconnue des colombes souillées du Vieux-Ouest. Dans le grand récit du Vieux-Ouest, les soi-disant colombes souillées ont tissé un fil essentiel dans le tissu des villes frontalières. Ces dames de la nuit, souvent mal comprises et marginalisées, offraient du réconfort et de la compagnie aux âmes fatiguées et solitaires, se taillant une existence au milieu de la poussière et des rêves du Far West. Au milieu des saloons bruyants et des salles de jeu tumultueuses, les dames de la nuit, souvent appelées colombes souillées, se tenaient comme des symboles de survie et de défi. Leur existence était souvent accueillie avec mépris, et pourtant leurs services étaient demandés, présentant un paradoxe aussi complexe que l'époque elle-même. L'une des plus célèbres parmi ces dames était Chicago Jo Hensley, une Anglaise qui arriva à Helena, Montana, pendant la ruée vers l'or des années 1860. Elle passa de dame de la nuit à propriétaire de plusieurs établissements. Même si la société la marquait comme une colombe souillée, Chicago Jo faisait preuve de résilience et de talent entrepreneurial, contribuant à l'économie florissante de la ville. La vision de la société à l'égard de ces dames était, dans le meilleur des cas, ambivalente. Malgré la compagnie qu'elles offraient, elles étaient souvent stigmatisées, leur profession considérée comme un mal nécessaire. Elles étaient reléguées dans les quartiers réservés, loin des parties respectables de la ville. Pourtant, elles faisaient partie du tissu social, leur présence était reconnue et leurs rôles acceptés. Le chemin d'une colombe souillée était pavé de nombreuses difficultés. Elle risquait la violence de clients indisciplinés et était constamment menacée par la maladie. En plus de cela, elle subissait l'ostracisme social. Pourtant, elle gardait la tête haute, naviguant à travers les défis avec courage et détermination. Leur résistance à leurs circonstances difficiles était capturée dans une citation de la célèbre colombe souillée, Diamond Jessie Heyman, qui déclarait « Nous ne sommes pas les lieux de la société, mais les femmes qui la défient ». En contraste frappant avec leur traitement sociétal, les colombes souillées trouvaient également des moments de respect et de compassion. À une telle occasion, les habitants de Tombstone, Arizona, se rassemblaient autour de la colombe souillée alitée, Birdie the Songbird, dans les années 1880. Les citadins, émus par sa condition, apportaient de la nourriture et des médicaments, mettant de côté leurs préjugés dans son heure de besoin. Malgré l'adversité à laquelle elles étaient froides confrontées, de nombreuses colombes souillées parvenaient à se sécuriser un meilleur avenir. L'histoire de Diamond Jessie en est un exemple. Après avoir fait fortune lors de la ruée vers l'or du Klondike, elle retourna à San Francisco, devint philanthrope et utilisa sa richesse pour aider les moins fortunés. À leur manière unique, ces femmes incarnaient l'esprit du Far West. Elles étaient les architectes de leur propre destin, négociant leur chemin à travers les règles et les préjugés d'une société qui avait besoin d'elles tout en les rejetant. Dans les mots de Diamond Jessie, « Nous, les colombes souillées, ne sommes pas seulement les compagnes de la nuit, nous en sommes les gardiennes,
les dépositaires secrets et, à bien des égards, son cœur. Ombres invisibles, les gentilshommes en robe de l'Ouest sauvage. Alors que le rideau se lève sur un autre chapitre de la tapisserie complexe de l'Ouest sauvage, nous rencontrons un élément qui, bien que moins familier, porte en lui une intrigue indéniable. Il s'agit de l'histoire des gentilshommes qui revêtaient des tenues féminines, brouillant les lignes du genre à l'intérieur des bordels de l'Ouest. Ils étaient les acteurs d'un drame frontalier, leur rôle étant aussi non conventionnel que captivant. L'une des premières instances de cette pratique a été observée en 1849 dans le chaos vibrant de la ruée vers l'or de San Francisco. Dans un paysage où les hommes étaient plus nombreux que les femmes, la solitude et le désir de compagnie ont créé une niche unique. La solution était nouvelle et, à certains égards, surprenante. Certains hommes, souvent ceux aux traits plus doux ou ayant un talent pour la performance, adoptaient des personnalités féminines. Leur intention n'était pas la tromperie, mais plutôt de fournir une apparence de compagnie féminine aux mineurs solitaires et aux aventuriers. Un tel individu était l'énigmatique Squint-Eyed Sue, un nom de scène pour un homme nommé Harry. Il était connu pour ses performances théâtrales au fameux saloon El Dorado, où il endossait la personnalité d'une dame de la nuit, offrant du réconfort et du divertissement aux clients. La vie de Harry témoigne de la flexibilité des normes sociétales dans l'Ouest sauvage, où la survie et la débrouillardise transcendaient souvent les frontières conventionnelles. Ces individus n'adoptaient pas simplement des tenues féminines, mais embrassaient souvent leur personnalité avec un niveau de dévouement qui dépassait les 4 murs de l'établissement. Beaucoup s'intégraient dans la communauté, participant à des événements locaux et à des célébrations. Un exemple frappant était le fameux Fernando, un personnage très apprécié de Virginia City, au Nevada, à la fin des années 1860. Fernando était reconnu pour son interprétation convaincante de la grâce et du charme féminin. Au-delà de son rôle dans l'établissement local, il était une figure incontournable des rassemblements communautaires, évoquant à la fois l'amusement et l'admiration. Alors que la plupart des hommes qui adoptaient cette pratique étaient motivés par la perspective d'un emploi, d'autres le faisaient pour des raisons personnelles. Une figure remarquable était Jeanne Bonnet, une immigrante française dans les années 1870, qui, bien qu'étant biologiquement une femme, s'habillait et vivait souvent en homme. Jeanne défiait les normes sociétales non seulement par son accoutrement, mais aussi par ses efforts pour aider les dames de la nuit à se libérer de leur situation, soulignant la fluidité des rôles de genre pendant cette période tumultueuse. Malgré leur mode de vie unique, ces gentilshommes en robe faisaient face à leur part d'épreuves. Leur existence était un équilibre délicat, marchant constamment sur la corde raide de l'acceptation et du ridicule sociétaux. Dans les mots de Fernando, nous vivons dans un monde d'ombre où l'acceptation et le mépris dansent une valse incessante. Pourtant, nous continuons, car notre existence est un témoignage de l'esprit humain endurant. Le voile de velours, impressions économiques et sociétales des établissements du quartier rouge du Far West. Dans le paysage impitoyable du Far West, une lumière brillait éclatante, bien que teintée de nuances de scandale et d'intrigue. C'était l'éclat émanant des établissements du quartier rouge, les bordels, dont les influences imprégnaient non seulement les frontières de leurs boudoirs opulents, mais aussi la société et l'économie de l'époque. Ces établissements servaient de véritables bouées de sauvetage pour de nombreux établissements, devenant les pierres angulaires autour desquelles les communautés naissantes commençaient à prospérer. La ruée vers l'or de 1849 servait de catalyseur, attirant des milliers d'hommes vers l'ouest. Avec eux venait la naissance de villes minières, remplies d'individus en quête de fortune et d'un nouveau départ. Parmi eux se trouvaient les dames de la nuit, nombreuses à voir une opportunité de se tailler une niche lucrative au milieu de la pénurie de femmes dans ces villes prospères. L'exemple le plus frappant de cela était à Virginia City, Nevada, où la population explosait pendant la frappe d'argent de Comstock dans les années 1850. Ici, Julia Bullitt, une maquerelle renommée, dirigeait un établissement prospère, son entreprise étant l'une des plus riches de la ville. Son salon somptueux témoignait de la viabilité économique de telles entreprises, contribuant de manière significative à la prospérité de la ville.
Ces établissements étaient souvent les premiers à contribuer au fonds civique, aidant à la construction d'écoles, d'églises et d'hôpitaux. Dans une société où la monnaie régnait en maître, les bordels pouvaient rasservir de puissances économiques. Hailey Bowers, l'une des femmes les plus riches du Nevada au milieu des années 1850, déclarait un jour « C'est un début humble qui sème un avenir prospère ». Outre leurs contributions économiques, les bordels jouaient un rôle influent dans la formation des normes et valeurs sociétales. Malgré la stigmatisation attachée à leur métier, de nombreuses dames de la nuit sont devenues des figures vénérées dans leur communauté. Dans les années 1880, Pearl de Verre du Colorado était connue pour sa générosité, offrant souvent une aide financière aux moins fortunés et contribuant à diverses causes caritatives. Son influence s'étendait jusqu'aux échelons supérieurs de la société, ses paroles et actions façonnant subtilement les attitudes et les valeurs de ses clients et pairs. Un schéma similaire était observé dans les rues animées de San Francisco dans les années 1860. Ah Toy, une immigrante de Chine, dirigeait l'un des salons les plus prospères, se posant comme une icône de détermination et de résilience. Elle défiait les normes sociétales, défendant les droits de son établissement devant les tribunaux et établissait un précédent pour les droits légaux de la communauté asiatique. Une citation qui lui est attribuée déclare « Dans nos actions, nous façonnons notre monde. Dans notre défi, nous façonnons notre destin. » Cependant, l'impact des bordels n'était pas toujours positif. Ils pouvaient également contribuer aux maux de la société, tels que l'abus de substances et la violence. L'histoire de Mattie Silks à Denver est illustrative à cet égard. En tant que maquerelle éminente, elle faisait face à de multiples instances de violence, ayant une fois été impliquée dans une fusillade publique avec une autre maquerelle, Kate Fulton. Son établissement était connu pour distribuer des toniques puissants, souvent associés à des bagarres et des altercations. Pourtant, même ce récit fournissait une étincelle pour la réforme, soulignant la nécessité de réglementation et de force de l'ordre. Sous la lampe écarlate, l'égalité et paysage de santé des nids nocturnes de l'Ouest sauvage. Dans les chroniques de l'Ouest sauvage, il serait difficile de trouver un récit qui ne soit pas teinté d'éléments à la fois charmants et défiants. Les établissements uniques de la nuit, affectueusement appelés les nids nocturnes, ne faisaient pas exception. Ils existaient dans une dichotomie particulière, une danse sur la fine ligne de la légalité et de l'application de la loi, et l'aspect souvent négligé des préoccupations sanitaires. La légalité des bordels dans l'Ouest sauvage variait considérablement d'un territoire à l'autre, reflétant l'attitude générale des forces de l'ordre. Dans des endroits comme San Francisco, pendant l'ère de la ruée vers l'or des années 1850, ils opéraient presque ouvertement, contribuant de manière significative aux revenus de la ville. Cependant, ce n'était pas le cas partout. À Cheyenne, dans le Wyoming par exemple, leur existence était enveloppée dans un voile de semi-légalité. Les forces de l'ordre, parfois par nécessité et d'autres fois pour un gain personnel, fermèrent les yeux sur ces établissements. Un célèbre shérif, Seth Bullock de Deadwood, dans le territoire du Dakota, était connu pour son approche particulière de l'application de la loi concernant les bordels. Bullock, malgré son adhésion stricte à la loi, permettait à ces établissements de fonctionner, car il reconnaissait leur contribution économique significative. Les problèmes de santé au sein de ces nids nocturnes étaient souvent négligés, considérés comme un danger inévitable du métier. Beaucoup de femmes travaillant dans ces établissements étaient très bien trop familières avec les maux communs de leur profession. Ces conditions se propageaient souvent en raison de la promiscuité et d'un manque de connaissances sur la transmission des maladies. Pourtant, au milieu de ces conditions difficiles, il y avait une lueur d'espoir. Certaines des madames, comme Mattie Silks du Colorado, prenaient l'initiative de atténuer ces risques sanitaires, fournissant souvent des services de soins de santé rudimentaires et de l'éducation pour les femmes à leur service. La docteure Linda King, dans sa publication de 1888 « Les silencieux chagrins », offre un aperçu du monde des préoccupations sanitaires dans les bordels. Elle écrit « La douce lueur du salon masque souvent la dure réalité des maladies que les dames de la nuit portent avec un courage silencieux. Mais même dans ces ombres, il y a un espoir tenace de compréhension, de prévention et de soins. »
Ce sens de la résilience et de l'ingéniosité se retrouve dans les actions de nombreuses madames qui cherchaient à équilibrer leurs intérêts commerciaux avec le bien-être de leurs employés. Un incident tristement célèbre à Tombstone, en Arizona, met en lumière l'intersection des questions légales et sanitaires. Dans les années 1880, Big Nose Kate, Elder, une célèbre madame et compagne du tristement célèbre pistolero Doc Holliday, a été confrontée à une épidémie de syphilis dans son établissement. Elder a décidé de fermer temporairement son établissement et de chercher de l'aide médicale pour ces dames, défiant ouvertement les forces de l'ordre local qui préféraient ignorer de telles préoccupations sanitaires. La position audacieuse d'Elder a été largement médiatisée, contribuant à une prise de conscience accrue des problèmes de santé dans les bordels et contribuant indirectement à un changement d'attitude sociétale à leur égard. Sous le dais de soie, une tapisserie de culture dans les salons de la nuit. Les salons de la nuit, ces établissements enveloppés de mystère, étaient loin d'être une entité monolithique. Au contraire, ils représentaient une tapisserie diverse de cultures, tissant ensemble des fils venus du monde entier. Des femmes d'origine chinoise, afro-américaine, amérindienne et latina apportèrent leur unicité culturelle à la toile nocturne, façonnant le paysage du Far West de plusieurs manières. L'ère de la ruée vers l'or au milieu du 19e siècle a entraîné un afflux d'immigrants chinois aux États-Unis avec de nombreuses femmes attirées dans les établissements nocturnes. Ah Toy, l'une des premières femmes chinoises à San Francisco, est devenue une figure emblématique. Malgré les confins ombrageux de sa profession, Atoy exerçait une influence significative au sein de sa communauté, utilisant le système juridique pour protéger ses intérêts et établissant un précédent pour les autres. Les femmes afro-américaines, à la recherche d'opportunités au milieu des contraintes d'une société racialement stratifiée, ont également trouvé leur place dans les salons crépusculaires. Mary Ellen Pleasant, connue sous le nom de Mamie Pleasant, est arrivée à San Francisco à l'époque de la ruée vers l'or et est devenue une entrepreneure à succès, utilisant ses ressources pour défendre les droits civiques. Bien que son lien avec le monde des dames nocturnes reste débattu, son récit fait partie de l'histoire plus large des femmes afro-américaines naviguant à travers les défis sociétaux de cette époque. Les femmes amérindiennes, elles aussi, étaient intégrées dans cette tapisserie culturelle complexe. Parmi les histoires de leur participation, le conte de la Tulle, une femme mexicano-américaine d'ascendance possiblement amérindienne, se distingue. Née Maria Gertrudis Barceló, elle dirigeait l'un des salons les plus renommés de Santa Fe, Nouveau-Mexique, au milieu des années 1850. En tant que joueuse habile dans le jeu de hasard, elle utilisait sa richesse pour influencer la scène politique locale, contribuant à la fusion culturelle de la frontière. Les dames latinas de la nuit ont également laissé leur empreinte sur l'époque. Lola Montez, une danseuse célèbre d'ascendance irlandaise et espagnole, était une figure marquante qui captivait l'attention de clients du monde entier. Bien qu'elle ne fût pas une dame de la nuit, son histoire croise le récit des salons à travers ses performances provocantes et ses relations scandaleuses. Elle était renommée pour sa danse de l'araignée, une performance sensationnelle qui repoussait les limites des coutumes de cour et ajoutait une touche exotique au tableau de la nuit. L'oasis, éclairé à la bougie, un refuge pour l'inhabituel dans les salons de la nuit. Dans le milieu tumultueux de l'Ouest ancien, les salons de la nuit gardaient leurs secrets bien cachés, éclairant certains et en obscurcissant d'autres. Cependant, dans cette pénombre floue, ils se tenaient comme des sanctuaires relatifs pour l'expression des orientations romantiques non normatives et des identités de genre. Au sein de leurs enclaves à rideaux, les normes sociétales s'estompaient, offrant de la place à ceux qui vivaient et aimaient en dehors des lignes conventionnelles. Pénétrons dans le San Francisco du 19e siècle, où une personne du nom de Jeanne Bonnet s'est fait un nom. Bonnet était une figure inhabituelle de son époque, portant souvent des vêtements d'homme et se faisant appeler French Jean. Bien qu'elle ne fût pas une femme de la nuit, Jeanne évoluait en marge de leur monde, dirigeant un groupe de femmes habillées de manière similaire qui se prostituaient pour survivre. Malgré la surveillance de la société, Bonnet a réussi à se créer un espace pour elle et ses compagnes où leurs expressions de genre non conventionnelles étaient acceptées, sinon totalement comprises. Le récit de personnes telles que Jeanne souligne la fluidité des normes de genre au sein de ces établissements nocturnes.
De même, ces lieux offraient souvent un refuge aux hommes qui désiraient d'autres hommes, existant comme certains des rares endroits où de telles relations pouvaient se dérouler en toute sécurité. La vie de Charlie Parkhurst en est un exemple intrigant. Connu comme l'un des conducteurs de diligence les plus habiles de l'époque, Charlie avait été assigné femme à la naissance, mais a vécu sa vie en tant qu'homme. Bien qu'il n'y ait aucun enregistrement de lui travaillant dans un salon, son histoire de vie montre comment les normes sociétales de l'époque pouvaient être subverties. Une autre figure à mentionner est Madame Damnable, connue sous le nom de Mary Conklin, avant de gagner son surnom coloré. Gérant un hôtel dans le Seattle des années 1860, elle est devenue célèbre pour son langage grossier et sa présence imposante. Malgré son apparence rude, Madame Damnable offrait un abri aux femmes de la nuit et créait un espace où des expressions diverses d'identité pouvaient trouver un foyer. Coucher de soleil sur les ombres écarlates, les derniers jours des bordels de l'Ouest. À mesure que le soleil se couche, il en va de même pour l'ère des ombres écarlates. Ces établissements de la nuit qui ont autrefois détenu un statut presque mythique dans le Far West. Comme toute époque de l'histoire humaine, l'âge du bordel était sujet à la roue incessante du temps, son déclin étant provoqué par les fils entrelacés du changement sociétal, de l'action législative et des dynamiques économiques changeantes. Les vents du changement sociétal ont commencé à murmurer dans les rues poussiéreuses de l'Ouest aux alentours du tournant du XXe siècle. L'époque victorienne, avec ses mœurs rigides et ses vues répressives sur les relations amoureuses, touchait à sa fin, laissant place à l'ère progressiste. Des femmes influentes telles qu'Elizabeth Cady Stanton et Susan B. Anthony se sont emparées de la scène principale, plaidant inlassablement pour les droits des femmes et influençant inévitablement la perception publique des dames de la nuit. Le mouvement naissant pour le suffrage féminin, réussissant à accorder aux femmes le droit de vote en 1920, a joué un rôle pivot dans le changement des normes sociétales concernant l'indépendance et le respect des femmes. Une vague montante d'actions législatives a joué un rôle instrumental dans le déclin des nids nocturnes. Une figure proéminente, Katharine Bement Davis de la Commission des mœurs de Chicago, a mené la charge. Sous sa direction, la commission a publié un rapport en 1911 qui a déclenché une répression nationale contre les bordels. L'ardeur de Davis reflétait le dédain sociétal croissant pour ces établissements. Cette ferveur a culminé avec l'adoption de l'acte sur le trafic des esclaves blancs, plus communément connu sous le nom de Mann Act, en 1910. Cette loi fédérale visait à combattre le travail forcé dans l'industrie commerciale, mais a eu des implications considérables pour tous les bordels du pays, rendant leur fonctionnement légal beaucoup plus difficile. Les changements économiques ont également jeté de longues ombres sur les dernières années de l'ère du bordel. La découverte d'or en Alaska en 1896 a provoqué un changement démographique, les chercheurs de fortune se déplaçant plus au nord, entraînant une baisse de la clientèle pour de nombreux bordels de l'Ouest. De plus, l'aube de la Grande Dépression à la fin des années 1920 a rendu de nombreux clients potentiels sans le sou, portant un coup sévère à l'industrie. Une histoire emblématique de ces changements est celle de Chicago Joe Hensley, une célèbre maquerelle de Helena, Montana. Son entreprise florissante a commencé à vaciller aux alentours du tournant du siècle en raison d'une combinaison de pressions législatives, de changements sociétaux et de la diminution des chercheurs de fortune. Chicago Joe, autrefois figure centrale de la communauté de Helena, a vu son bordel, autrefois somptueux, tomber dans l'oubli. Cette lutte n'était pas unique, mais reflétait les expériences de nombreuses maquerelles durant cette période tumultueuse de transition. Pourtant, le coucher du soleil n'est pas une extinction, mais simplement un passage à un état différent d'être. Bien que l'ère du bordel conventionnel soit révolue, ces échos ont résonné à travers l'histoire. Ces établissements se sont métamorphosés, se tissant subtilement dans le tissu de la société moderne de manières inattendues. Dans certaines parties du Nevada, par exemple, des bordels autorisés fonctionnent encore aujourd'hui, se tenant comme les derniers bastions d'une époque révolue. Mesdames, sous la lumière de la lampe, la perspective de l'écran sur les nids nocturnes d'antan. Les établissements de la nuit et leurs occupants captivants ont longtemps servi de matière première aux conteurs, offrant un mélange séduisant d'attrait, de danger et d'intrigue. Les livres, les films et les séries télévisées ont été envoûtés par ces récits,
façonnant un narratif qui est parfois précis, parfois enjolivé, mais toujours fascinant. En littérature, ces nids nocturnes et leurs résidents ont souvent été dépeints comme des lieux et des personnages de haute dramaturgie et d'émotions profondes. Un exemple parfait est Les Dames peintes, un roman situé dans les années 1870 de James Reasoner. Le livre décrit minutieusement la vie d'une maquerelle fictive, Lily Langtry, contrastant l'extérieur vibrant de son commerce avec les défis de sa vie personnelle. Cette exploration reflète une vérité de l'époque, car des maquerelles comme Pearl de Verre géraient leur maison de courtisanerie avec une main à la fois ferme et douce, affrontant souvent des tourments personnels en coulisses. Le cinéma, lui aussi, a été ensorcelé par l'attrait des nids nocturnes de l'Ouest sauvage. Un exemple frappant est le film de 1961, Les Désaxés, avec Marilyn Monroe et Clark Gable. Il présente une vision idéalisée des établissements, contrastant fortement avec les réalités difficiles souvent affrontées par les dames de la nuit. La représentation de Monroe en tant que femme ayant quitté le métier, en quête de rédemption et d'amour, fait écho aux histoires de femmes comme Julia Bullett, qui ont trouvé une sorte de paix après avoir quitté leur vie de maquerelle à Virginia City, Nevada. La télévision, avec ses capacités de narration étendues, a fourni des représentations nuancées de ces établissements. La série HBO Deadwood, diffusée au début des années 2000, se distingue par sa représentation complexe du commerce des maisons closes et de sa place intriquée dans la société. Le personnage d'Al Swearingen, propriétaire de bordel, capture la ruse et le charme de figures réelles comme Matty Silks, qui ont habilement navigué sur les cordes raides de la société, de l'économie et de la légalité. On ne peut discuter de la représentation des bordels dans les médias sans mentionner Impitoyable, le film de 1992 réalisé par Clint Eastwood. L'intrigue a été initiée par un incident dans un bordel, montrant comment ces établissements pouvaient devenir des points focaux pour des tensions plus larges au sein de la communauté. De tels incidents n'étaient pas inouïs dans l'Ouest sauvage, reflétant la relation complexe entre ces établissements, leur communauté et la loi. Cependant, ces représentations doivent être vues à travers le prisme de la licence créative. Toutes les histoires sur la page ou à l'écran ne représentent pas entièrement les vérités de ces établissements et la vie des femmes qui travaillaient entre leurs murs. Dans certains cas, les réalités étaient plus dures, remplies de plus de luttes que ceux qui étaient dépeints. Dans d'autres, il y avait des cas surprenants de compassion, de communauté et de soins qui passent souvent sous silence. Dans les allées ombreuses, retraçant la genèse des royaumes de lumière rouge, dans les pages poussiéreuses de l'histoire, on trouve la genèse des quartiers rouges d'aujourd'hui, discrètement nichés dans les replis des bordels d'antan. Bien plus que de simples maisons de courtisanerie, ces institutions se dressaient comme d'étranges incarnations architecturales des désirs voilés de la société, et leur empreinte structurelle a influencé la formation des districts modernes de vice. Remontons au milieu du XIXe siècle à Paris, France, où est né l'un des districts de vice les plus notoires de son époque, le Chabanais. Le Chabanais, baptisé après sa fondation en 1878, n'était pas simplement une maison de courtisanerie, c'était une institution qui définissait l'agencement architectural et opérationnel de tels établissements. Avec ses intérieurs luxueux, ses grandes salles, et même une chambre japonaise avec une vraie baignoire en or, il est devenu le summum de la décadence. Et il n'était pas seul. Des établissements tels que le Sphinx et 122 ont suivi, créant un district concentré de plaisirs nocturnes. Avançons rapidement de quelques décennies et traversons l'Atlantique, et vous rencontrerez l'énigmatique Storyville. Niché au cœur de la Nouvelle-Orléans, Storyville était un district qui a émergé en 1897 sous l'ordonnance de Sidney Story, un échevin de la ville. Le district était un témoignage américain de l'influence des anciennes maisons de courtisanerie. Pendant 2 décennies, Storyville a prospéré, traçant un réseau complexe de vices allant de somptueuses demeures de joie à des chalets plus humbles. Poursuivons encore plus loin vers l'extrême-orient à Yoshiwara, un célèbre quartier de plaisir à Edo, aujourd'hui Tokyo, Japon. Bien que ses origines remontent au début du XVIIe siècle, l'influence de Yoshiwara sur les quartiers rouges modernes ne saurait être sous-estimée.
conçu comme un district muré avec son propre système de grille unique, Yoshiwara pourrait être considéré comme une ville dans la ville, offrant un modèle pour des industries de vices contrôlées et organisées. Sears Region n'étaient pas seulement des espaces de plaisirs éphémères, elles étaient également des catalyseurs d'expression culturelle et d'engagement sociétal. À l'intérieur des murs du Chabanais, des figures illustres telles que Toulouse-Lautrec et Guy de Maupassant étaient connues pour fréquenter. Même les rois n'étaient pas immunisés contre son attrait. Le roi Édouard VII d'Angleterre étant réputé être un client régulier. Leur mécénat témoigne du pouvoir influent de ces lieux, se frayant un chemin dans la trame de la vie sociétale. Avec le temps, l'agencement et le fonctionnement de CS bordels et de leurs districts ont influencé les quartiers rouges modernes du monde entier. Le De Wallen à Amsterdam, le Reeperbahn en Allemagne ou les bordels légaux du Nevada aux États-Unis portent les empreintes architecturales et sociologiques de leurs prédécesseurs. Ils maintiennent un certain degré de séparation avec la société régulière, cachée dans des ruelles ou en périphérie de la ville, mais néanmoins des parties intégrantes de la structure sociétale. Malgré les débats moraux qui les entourent, le parcours évolutif de ces districts, depuis les premiers bordels, éclaire sur leur rôle complexe au sein de la société. Ils ont été des espaces de péché et de salut, de transgression et d'acceptation, de secret et de démonstration. De plus, ils ont été des symboles architecturaux, encapsulant les normes et les déviations sociétales à l'intérieur de leurs murs, de leur positionnement et de leur existence même. Les ombres du Chabanais, de Storyville et de Yoshiwara persistent dans ces allées, continuant de façonner et de définir les perceptions mondiales des industries du vice. Alors que notre diligence éreintée s'arrête, nous nous trouvons à la fin de notre périple à travers le récit fascinant des bordels du Far West. Nous avons navigué dans les couloirs clandestins, jeté un coup d'œil derrière les rideaux de velours et découvert un monde qui était bien plus que de simples maisons de courtisanerie. Nous avons arpenté les ruelles étroites et animées de Storyville, ressenti l'opulence du Chabanais et entendu le rire écho des demoiselles de Yoshiwara. En conclusion, nous nous rappelons une citation poignante de la poétesse américaine Muriel Rukeyser qui semble appropriée. « L'univers est fait d'histoire, pas d'atomes. » En effet, chaque brique de ces établissements ancestraux, chaque ruelle silencieuse dans ces districts oubliés, raconte une histoire de résilience humaine, de courtisanerie non conventionnelle, de négociations sociétales et de normes en mutation. Ainsi, alors que nous faisons nos adieux à ces contes oubliés des bordels du Far West, nous le faisons avec une nouvelle compréhension de leur rôle et de leur héritage. Ils se dressent comme un témoignage des complexités de la nature humaine, des normes sociétales en constante évolution et de l'esprit indomptable de ceux qui ont osé vivre en marge, façonnant le monde de manière que nous continuons à voir aujourd'hui. Jusqu'au prochain voyage, souvenez-vous, l'histoire est souvent cachée dans les endroits les plus inattendus.